Merci. Oui, alors nous allons faire cet exposé ensemble. Je vais m'occuper de la première partie et ensuite je vais céder la parole à Joseph Pfadmatter. Il s'agit cette fois-ci d'une nouvelle construction. Nous venons de parler de deux projets de tunnels existants où il y a eu des problèmes et comment on a pu résoudre ces problèmes. Alors pour nous, dans le domaine des nouveaux tunnels, il faut éviter ces problèmes dès le début des travaux, idéalement. Donc, que faut-il faire pour éviter ce genre de problème? Voici donc de quoi nous allons parler. D'abord, de la planification initiale. Qu'est-ce qui était prévu à la base? Et ensuite, évidemment, il faut tenir compte des besoins et des idées des habitants de la région. Et ici, on a donc pu prendre en considération aussi les besoins des personnes qui habitent sur place. Et donc, on a mélangé le tout, on a pris tout cela en considération et on a dû procéder à quelques adaptations. Et c'est de ça que je vais vous parler. Je vais aussi vous parler du choix de l'étanchéité. C'est quelque chose que nous avons co-développé. Et ensuite, c'est Joseph Pfadmatter qui va vous parler de l'exécution proprement dite, qui est très intéressante. Alors, quelle est la situation? Quelle est la situation initiale de ce projet? Donc, nous sommes en vallée, donc c'est une vallée. Et au milieu donc, de cette vallée, il y a le Rhône. Et directement en dessous, il y a la ligne ferroviaire avec le village de Rarogne. Donc dans la partie supérieure et dans la partie inférieure. Et entre cette ligne ferroviaire et la partie inférieure du village, il s'agissait justement d'exécuter cette tranchée couverte de l'A9. Donc tout cela sur un espace relativement étroit. On a un chantier directement à côté de la gare. On sait qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de circulation dans une gare. Et donc il faut tenir compte de ces aspects-là. Initialement, il avait été prévu qu'on réalisait un projet similaire à celui de Tourtemagne, où on avait réalisé aussi une tranchée couverte quelques années auparavant. Alors, on a consulté les habitants de ce village. Ils ont la vision en 2030. Différentes idées étaient réunies. Renaturalisation du Rhône, la partie couverte de cette tranchée couverte devait être utilisée pour une place de jeu, un zoo, une place de skate, beach volley et beaucoup de végétalisation. Donc planter des arbres, des arbustes, etc. Donc tout cela a l'air bien joli, mais cela fait que les conditions sont beaucoup plus complexes que si on se contente de construire un simple tunnel, entre guillemets. Alors, j'ai ici abordé 3 points. Il y en a davantage, mais j'ai pris les 3 points que nous avons voulu aborder particulièrement. En haut, vous voyez donc, il y a des arbres, des arbustes qui doivent être plantés. Et qui dit arbre dit racine aussi. Donc, il y a d'autres exigences en matière de végétalisation. Donc, nous nous sommes dit que l'étanchéité devait résister aussi aux racines. Il y a différents types de tests, d'examens. Il y a des tests de base de 6 à 8 semaines. Pour la végétalisation, nous avons procédé à un examen plus long sur 2 ans, avec des bacs plus grands où nous devons donc remplir des exigences supérieures envers la résistance aux racines. Ensuite, ce sont des surfaces protégées. Il faut pouvoir construire quelque chose. Il faut transporter beaucoup de matériel sur ces surfaces. Donc, il s'agit là d'une utilisation intensive. Et donc, il faut garantir une étanchéité sûre qui résiste à des charges plus élevées. Et puis, le tout, comme je l'ai déjà évoqué, se situe tout près du Rhône. Donc, nous sommes là au niveau de la nappe phréatique. Et donc, cette résistance aux racines ne doit pas se décoller
et ne doit pas entrer au niveau de la nappe. Donc il y a un certain nombre d'exigences à remplir, un certain nombre de règles plus strictes aussi à respecter. Concernant les normes à respecter, selon SIA 270, pour les tranchées couvertes, il s'agit là d'un groupe d'applications B1.2. Et c'est la norme système SIA 272 qui est applicable. Il y a différents systèmes. Il y a des systèmes d'étanchéité rigides ou flexibles. Ici, pour ce projet, on ne discutait même pas des étanchéités rigides. Nous avons choisi 3 types d'étanchéité, des nattes en bentonite ou bien des étanchéités bitumène polymère double couche. On reviendra là-dessus lorsqu'on va parler de l'exécution. Donc ici, on a choisi cette étanchéité LBP double couche avec un premier revêtement sur le béton. Et on a aussi dû procéder à des essais de pelage pour voir s'il ne pouvait pas y avoir des infiltrations derrière ou si on pouvait limiter les dégâts, si ces dégâts devaient se présenter. Ensuite, comme je l'ai dit, les exigences aussi en matière de protection des eaux sont devenues plus strictes ces dernières années. En 2017, il y a eu une information de l'Office fédéral de l'environnement sur le sujet des étanchéités au bitumen polymère et la protection anti-racine. Et en 2019, il y a eu cette directive VSA concernant la protection des eaux et il y a aussi la loi sur la protection des eaux. Et il fallait donc tenir compte de tous ces règlements. Certains cantons comme Bâle-Campagne ou Zoug ont d'ailleurs publié aussi des fiches techniques réunissant toutes ces informations à prendre en compte. Donc, vous le voyez ici dans ce tableau, il y a différentes classes de sollicitation, faibles, moyennes ou élevées. Et si on est dans le domaine de sollicitation faible, il ne faut pas vraiment faire attention. On peut déverser directement l'eau dans la nappe phréatique. Alors, qu'est-ce que cela signifie plus précisément, classe de sollicitation faible? On a donc les procédés de vérification dans cette information de l'OFEV de 2017. Et il y a aussi un procédé de lessivage selon la norme européenne. Donc, on a des durées de 6 heures au début, allant jusqu'à 28 jours à la fin. Et on regarde toujours quelle est la quantité de l'agent antiracine qui a été lessivé. Et ensuite, dans le tableau du bas, on procède à différents calculs. C'est donc une vérification sur 64 jours. Et ensuite, on calcule ces données sur une durée d'utilisation de 30 ans. Donc, quelle est la quantité de l'agent antiracine qui est lessivé au bout de 30 ans? Ensuite, il y a ces classifications. Par exemple, un maximum de 10 mg par mètre carré en 30 ans, cela signifie que c'est une classe de sollicitation faible. Et plus on augmente, plus on entre dans une autre classe. Et avec ce nouveau produit que nous avons développé, nous nous trouvons vraiment ici dans cette classe de sollicitation faible, la ligne verte ici à l'écran. On voit ici donc sur cette échelle qu'il y a toujours un facteur 10. Donc on voit ici que le lessivage est très faible. Donc je pense que sur n'importe quel terrain de golf, vous avez plus de lessivage que dans le cas de notre projet de tranchée couverte. Donc nous avons utilisé un produit particulier que nous avons développé, Bicutop Pro Aqua, qui permet de respecter cette classe de sollicitation faible. Donc, à ma connaissance, c'est le seul lait d'étanchéité en Suisse qui fait encore partie de ce rapport de classification. Et
Je n'en ai pas parlé avant. En fait, il fallait tester deux lots à chaque fois pour deux valeurs pH différentes. C'est plus strict en Suisse qu'au niveau européen d'ailleurs. Et nous avons aussi rempli les exigences Eco 1 avec notre nouveau produit. Et nous constatons que ce produit est de plus en plus utilisé dans la pratique. Donc, l'étanchéité résistante aux racines et la protection des eaux, c'est tout à fait possible. Ça peut être combiné. Et maintenant, nous passons à la partie intéressante de cet exposé, à savoir l'exécution précise de cette tranchée couverte. Ja, werte Damen und Herren, auch Mesdames et messieurs, je vous salue également à notre exposé. Alors, Monsieur Toll vous a déjà informé concernant les caractéristiques de nos laits d'étanchéité à faible sollicitation. Pour ma part, je vais essayer de vous présenter plus en détail notre projet de la tranchée couverte. La longueur du tunnel est d'1 kilomètre et à l'est et à l'ouest, il y a à chaque fois un bac de raccordement de 260, respectivement 200 mètres. Le point le plus bas du radier se situe à 11 à 12 mètres plus bas que le point supérieur des bacs de raccordement. Le profil normal, le voici. Donc, on a deux systèmes d'étanchéité, c'est-à-dire les radiers et les parois ont été étanchéifiés avec du bentonite. Le plafond a été rabaissé et étanchéifié avec un lait d'étanchéité bitumène double couche. Au niveau du radier, ici dans les bacs, on a aussi utilisé le bentonite et puis le lait d'étanchéité BPD pour les parois. Maintenant, je vais vous présenter les différentes étapes d'exécution. Alors, tout d'abord, nous avons construit des pieux de forage. Ensuite, nous avons inséré une pale planche temporaire, rabattu temporairement la nappe phréatique. Ensuite, nous avons procédé à l'excavation, conception d'une traverse de tête de pieu. Et ensuite, nous avons procédé à l'excavation. Nous avons procédé à une couche d'égalisation et ensuite le raccordement du radier. Comme je l'ai déjà dit, c'est donc une nappe au bentonite. Ensuite, nous avons procédé à l'exécution des parois et au plafond. Le problème que nous avons rencontré ici, et ce n'était pas la première fois, deux entreprises avaient été choisies pour l'exécution de l'étanchéité. Donc, nous avons effectué l'étanchéité au niveau du plafond et des parois. Et vous le voyez ici, à la verticale. Cette étanchéité verticale, c'est la nappe en bentonite. Et à gauche, vous voyez l'étanchéité PBD. Et donc, il n'y a pas de lien entre les différents laits d'étanchéité. Ce qui était inquiétant ici, c'est que nous devions avoir un système sûr en matière d'infiltration ultérieure. Personnellement, j'étais d'avis que ici, ce système d'étanchéité n'était pas forcément suffisant. Normalement, une étanchéité, il ne peut pas y avoir de défaillance au niveau de la surface, mais plutôt au niveau des détails. Au niveau de la surface, il peut y avoir des problèmes mécaniques, mais ce n'est pas l'étanchéité qui est défaillante. Il faut plus s'intéresser aux détails. Il faut mieux planifier les détails. Alors, je ne veux pas du tout accuser les ingénieurs ou les planificateurs, mais c'est une réalité
souvent, on ne tient pas suffisamment compte des détails, ce que je peux comprendre aussi dans certaines circonstances. Le président de notre association de construction de tunnels peut vous le confirmer. Nous proposons également du soutien sur le site web aussi. Vous pouvez vous informer concernant ces différents détails à prendre en compte, ce qui vous facilitera la planification à l'avenir. Ce n'est pas du vin, mais l'eau, ça passe bien aussi. Wir haben dann beschlossen, und ich zeige Ihnen dafür diese Bilder. C'est pour ça que je vous montre ces images. Nous avons décidé ici pour l'étanchéité à la verticale d'enlever 50 cm et d'utiliser un film liquide. Les laits d'étanchéité bitumène, je pense que vous connaissez cela. Ça explique aussi pourquoi il faut des finitions. Et ici, nous sommes parfois au niveau de la nappe phréatique. Donc, notre objectif, c'était de ne pas prendre 10 cm ici, mais plutôt 2,50 m. Et je pense que c'était ici une bonne amélioration dans le cadre de ce projet, notamment en matière de coût, il n'y avait pas vraiment une grande différence. Vous le voyez ici aussi à la longueur, les têtes de pieux ont également été étanchéifiées. Ensuite, nous avons ajouté l'étanchéité. D'ailleurs, le film liquide a été inséré par une machine et le lait de bitumène aussi a été posé par une machine. L'entreprise Swissport est actuellement pas encore en mesure de produire des gros rouleaux, mais ce n'est qu'une question de temps. Ce sera possible à l'avenir. Vous voyez ici donc le détail. Peut-être vous voyez déjà ici qu'il y a une erreur. Cette ligne en bleu, c'est le plastique liquide. Et normalement, sur ce dessin, il devrait aller jusqu'à la paroi intérieure du tunnel. Ce qui n'est pas le cas ici à l'image. Voilà. Merci pour votre attention. Vielen Dank. Merci pour cet exposé. J'ai déjà reçu quelques questions. Un autre projet similaire, une PBD conventionnelle avait été utilisée et puis une couche anti-racine en béton avait été posée. Que pensez-vous de cette solution? Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez répéter? Au lieu d'utiliser votre produit, utilisez une étanchéité conventionnelle, PBD, et ajoutez une couche de béton armé comme agent anti-racine. Alors oui, une construction au bitumène conventionnelle ne serait pas résistante aux racines. Après, il y aurait probablement aussi plus de lessivage de cet agent anti-racine. Tout cela peut être mesuré. Du béton renforcé, 10 cm, je ne sais pas si c'est vraiment résistant aux racines. Il y a eu des tests avec des racines. Alors, je ne sais pas si le béton a été testé aussi ou le béton renforcé, mais je ne sais pas ce qu'il en est des joints aussi. On a vu ici, c'était un grand projet. Est-ce qu'il y a une exécution sans joint, oui ou non? Je ne sais pas, honnêtement, je ne pense pas. Merci. Quels sont les avantages principaux de votre produit? Vous pouvez faire un peu de publicité. Oui, merci. Non, mais sérieusement, quels sont les avantages principaux de votre produit? Eh bien, ce qui est spécial chez nous, ce que nous avons développé, c'est vraiment une étanchéité sûre, des laits d'étanchéité résistants aux
racine, ça existe aussi en matière synthétique, mais avec le bitumen, c'est plus robuste et c'est plus facile à poser aussi. On a cette double couche, justement, et c'est ce qui fait que ce système est sûr. On a moins de lessivage et donc on a moins de clarification à faire dans la phase de planification. On ne doit pas se poser la question de l'infiltration. Est-ce que le tout peut s'infiltrer dans le sol? On n'a pas toutes ces discussions avec les offices de la construction à avoir parce qu'on reste dans cette classe de sollicitation faible. Donc, c'est déjà fréquemment utilisé et ça marche très bien. Et ici, c'était le premier projet où on l'a réalisé dans le cadre d'une tranchée couverte. Et en fait, c'était un peu un hasard, mais ça fonctionne bien. Merci, Monsieur Tollet, femme mater. Alors, l'eau, c'était pas prévu. Ce n'est d'ailleurs pas non plus lié à la thématique d'aujourd'hui, mais voici du chocolat.